Il est 8h, très bon réveil. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. Le journal est présenté par David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Le gouvernement va-t-il être contraint de céder en rase campagne un moratoire sur la hausse des taxes affectant le carburant? L'idée est librement évoquée dans la majorité, comme à l'instant par le délégué général d'En Marche, Stanislas Guerini. Le Premier ministre va très rapidement annoncer des mesures fortes pour calmer les gilets jaunes. C'est la hantise de tout gouvernement. La jeunesse va-t-elle entrer dans la danse? Des dizaines d'établissements scolaires ont été bloqués hier, parfois dans la violence. L'un des syndicats lycéens appelle à la révolte générale. Et puis, Francis Holm est de retour aux assises. Le routard du crime est jugé en appel à partir d'aujourd'hui pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz. Europe 1. Je ne suis pas fait pour diriger par temps calme. Mon prédécesseur l'était, mais moi, je suis fait pour les tempêtes. Cette phrase est signée Emmanuel Macron, elle date d'il y a un an. Le président de la République a-t-il des pouvoirs prédictifs? En tout cas, nous y sommes en pleine tempête et nous allons voir dans les prochaines heures si le capitaine tient toujours la barre. Le chef du service France nous a rejoint. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour David. Cette fois, Emmanuel, le gouvernement va bouger, cela semble inévitable. Oui, c'est la fin d'un tabou. L'idée d'un moratoire sur les taxes sur l'énergie est bien sur la table. Un élément qui ne trompe pas, le nouveau patron de la République En Marche vient de le demander officiellement. Mais attention, il y a 3 semaines, une telle mesure aurait permis de sortir de la crise. Mais aujourd'hui, selon un ministre de premier plan, ça ne sera pas suffisant. En plus de cette mesure, l'exécutif planche donc actuellement sur une autre mesure forte qui marquerait les esprits, comme par exemple accélérer sur les baisses d'impôts ou peut-être augmenter la prime d'activité. Quelle qu'en soit la forme, il s'agirait d'un geste pour le pouvoir d'achat. Signe en tout cas qu'il faut apporter une réponse très rapidement. Une réunion s'est tenue hier soir à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron. Tous les ministres concernés par cette crise inédite. Bruno Le Maire à l'économie a même dû rentrer plus tôt de Bruxelles pour en être. Le Premier ministre était bien évidemment là aussi. Et alors qui va parler, Emmanuel? Il n'a échappé à personne qu'Emmanuel Macron n'a rien dit depuis samedi. Effectivement, mais l'Elysée a fait savoir dès hier que ce serait le Premier ministre qui ferait les annonces à l'issue des consultations qu'il mène. Comme un débat est prévu demain avec les députés à l'Assemblée sur ce thème, on pense que des annonces peuvent arriver dans la journée. Et laisser Édouard Philippe en première ligne, c'est quand même une manière pour Emmanuel Macron de ne pas griller une cartouche de plus après son discours de la semaine dernière qui a eu l'effet, il faut quand même bien le reconnaître, d'un coup d'épée dans l'eau. Merci Emmanuel Dutheil, chef du service France d'Europe 1. Et on verra ce que le gouvernement va annoncer, mais une chose est sûre, la pression monte de toutes parts, David. Oui, avec par exemple cette initiative en Ardèche, les élus de ce département rural ont solennellement voté hier soir une motion pour un gel de la fiscalité des carburants, du gaz et de l'électricité. Nous sommes en ligne avec le président socialiste du conseil départemental de l'Ardèche, Laurent Huguetto. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, monsieur Huguetto, soyons très précis, il s'agit là d'un vote à portée symbolique. Les départements n'ont pas le pouvoir de définir la fiscalité sur le carburant, on est bien d'accord? On est bien d'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est que simplement le message soit entendu, que les violences qui s'exercent ici et là, y compris en Ardèche, ne se déroulent plus. Mais cette motion, c'est aussi, je crois, une motion d'espoir. Ça peut être le cadeau de Noël de fin d'année. Et ensuite, avec des propositions claires sur des états généraux de la ruralité, une répartition plus juste des moyens donnés au territoire, et puis un débat citoyen participatif qui crée le dialogue qui est rompu. Vous qui êtes au contact du terrain, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, un moratoire sur la hausse des taxes suffirait à calmer la colère qui s'exprime dans le pays? Non, je ne crois pas que c'est un préalable. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, que le gouvernement donne des signes d'apaisement sur ce conflit, parce que ça va dégénérer. On sent la violence qui commence à monter. C'est la première fois que des gilets jaunes viennent hier dans une maison du département pour venir exprimer leur colère. Mais ils viennent aujourd'hui, ils se retournent vers les territoires, vers les collectivités départementales, parce qu'ils attendent des réponses. Et les réponses ne viennent pas. Et le manque de réponses, ça crée cette violence qui commence à monter. Et nous, on le sent en Ardèche. Merci Laurent Huguetto d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du conseil départemental de l'Ardèche. Et nos auditeurs s'interrogent ce matin, notamment sur les réseaux sociaux. Comment le gouvernement peut-il réussir à sortir de cette crise, surtout sans interlocuteur identifié chez les Gilets jaunes? Oui, c'est en effet ce qui complexifie l'équation. On se souvient tous du fiasco vendredi dernier à Matignon. Le cauchemar semble recommencer pour Édouard Philippe. Le Premier ministre avait invité une délégation des Gilets jaunes libres, ceux qui avaient signé une tribune dans le JDD en faveur du dialogue, sauf qu'ils se décommandent, ils se sont tous décommandés les uns après les autres. Résultat, on apprend à l'instant que Matignon annule officiellement cette rencontre. Pour comprendre comment nous avons abouti à cela, écoutez les explications d'Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Comme un mauvais film qui se répète à Matignon, une nouvelle rencontre programmée qui tourne court avant même d'avoir commencé. Dans l'entourage du Premier ministre, on le répète inlassablement, la porte reste ouverte, dit-on, avant de rappeler que tout de même, ce sont les Gilets jaunes eux-mêmes qui avaient demandé à être reçus. Oui, mais voilà, certains membres du groupe des Gilets jaunes libres refusent, disent-ils, d'être des marionnettes de l'exécutif. D'autres assurent avoir reçu des menaces de mort de la part de Gilets jaunes radicalisés. Preuve que certains ne veulent pas parler, ils veulent juste la fin de la République, dénonce un proche d'Édouard Philippe. Preuve aussi que sans représentants, sans structure, le mouvement des Gilets jaunes reste insaisissable, de quoi contraindre le gouvernement à une forme d'absence de dialogue. Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et alors, l'agence France Presse vient à l'instant de confirmer ce que nous disait Emmanuel Dutheil il y a quelques instants au début de ce journal. Édouard Philippe va bien annoncer un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants. C'est clairement, Nikos, un recul pour le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et autre question qui fait peut-être frémir le gouvernement, David, la jeunesse va-t-elle se joindre au mouvement des Gilets jaunes ? Oui, 188 lycées sur les 4000 et quelques compte la France ont fait l'objet de blocages hier. Les syndicats lycéens s'engouffrent dans la roue des Gilets jaunes pour contester la réforme de l'enseignement secondaire. Ces actions d'hier ont bien souvent été accompagnées de violences. L'un des responsables syndicaux lycéens a même appelé à la révolte générale. Rejoignons tout de suite Aude Vernuccio. Vous êtes, Aude, devant le lycée Jean-Pierre Timbaud à Aubervilliers, où hier, certains jeunes ont dégradé le mobilier urbain et s'en sont même pris aux forces de l'ordre. Oui, et la rue porte encore les traces de ce déchaînement de violence. 200 jeunes qui ont hier matin caillassé des abribus, pillé un commerce, incendié une voiture avant de lancer des projectiles sur les pompiers et un véhicule de police. Même scène devant les lycées du Val d'Oise ou encore à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse. Et la mobilisation va se poursuivre ce matin. Une centaine de blocages sont prévus d'après les syndicats lycéens qui veulent faire vivre le mouvement jusqu'à vendredi, jour de mobilisation nationale. Alors certains soutiennent ouvertement les Gilets jaunes, d'autres saisissent simplement l'occasion car la colère ne s'est jamais éteinte, me raconte par exemple un lycéen. L'UNEL, l'Union nationale lycéenne, espère par exemple convaincre les étudiants à bloquer les universités dans les prochains jours. Merci Aude Vernuccio, vous étiez en direct pour Europe 1 du lycée Jean-Pierre Timbaud à Aubervilliers. La suite du journal avec David Doucan et Francis Holm, à nouveau devant une cour d'assises à partir d'aujourd'hui. Oui, il est jugé en appel 32 ans après les faits pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz. 2 garçonnets âgés de 8 ans avaient été sauvagement assassinés à coups de pierre sur un talus SNCF. Vous vous en souvenez, c'est le crime pour lequel Patrick Dils avait été condamné puis innocenté et libéré après 16 ans de prison. Alors 3 semaines de procès sont prévues à partir d'aujourd'hui pour essayer de faire la lumière, ou en tout cas de raconter cette incroyable saga judiciaire. Salomé Legrand. Ils seront une centaine de témoins à défiler à la barre pour retracer 30 ans de rebondissement judiciaire. Pourtant, dès les premiers jours, les enquêteurs tenaient un coupable, Patrick Dils, désigné par un témoin anonyme. L'adolescent de l'époque passe aux aveux à l'issue d'une garde à vue aux méthodes contestées. Quand il se rétracte, il est trop tard. Il faut attendre 16 ans pour le voir acquitté, remis en liberté. On est en 2002. C'est la présence de Francis Holm sur les lieux le jour du double meurtre qui a permis ce revirement. L'insondable routard du crime est originaire du coin. Il reconnaît être passé à vélo près du talus SNCF et avoir reçu des cailloux jetés par les enfants. Fidèle à son style, il nie les faits, fournit quantité de versions différentes, mais il délivre aussi de nombreux détails troublants. Des enquêteurs ont reconnu à Montigny-lès-Metz sa quasi-signature criminelle. Francis Holm a déjà été condamné pour 9 meurtres. Chaque fois, il s'en est pris à des inconnus, toujours avec une violence inouïe. Mais en première instance, il a répété jusqu'à l'usure « Montigny, c'est pas moi ». Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Europe 1 revient maintenant sur un événement qui avait marqué les esprits, c'était il y a un an, un incendie qui ravageait l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Oui, et dans la foulée, nous vous révélions de graves dysfonctionnements. Et suite à ces éléments d'information, le préfet, le directeur de l'autorité régionale de santé et celui de l'hôpital ont tous été limogés et remplacés. Alors question, la situation s'est-elle améliorée 12 mois plus tard ? Pas vraiment, comme le démontre ce reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Guadeloupe, Mathieu Bock.
Sur le parking, les tentes blanches de l'armée ont disparu. À la place, des ambulances se succèdent pour déposer leurs malades, jusqu'à 140 par jour. À l'intérieur des urgences, 4 fois plus petites qu'avant l'incendie, une quinzaine de personnes attendent sur un brancard. Une situation inévitable pour Pierre Alphonse, le cadre du service. Lundi soir, à 18h30, il y avait 12 véhicules de pompiers qui étaient bloqués devant les urgences parce que les patients qui étaient aux urgences depuis dimanche soir, il n'y a pas de possibilité de pouvoir les mettre dans un autre service. Donc les pompiers sont obligés d'attendre qu'un brancard se libère. Les équipes médicales font ce qu'elles peuvent mais sont souvent débordées. Aux urgences, il y a 9 médecins alors qu'il en faudrait 27. Mais depuis l'incendie, la population doute de son CHU. Sabrina a perdu son père, admis pour une péritonite, sans avoir la moindre explication. Mon père a été admis à 2h du matin. On a attendu jusqu'à 5h de l'après-midi avant qu'il soit enfin examiné, après qu'il ait été admis dans ce service pour faire ce scanner. Il nous annonce que notre père est décédé, chose qui était totalement incompréhensible. Si on l'avait examiné plus tôt, est-ce que quelque chose aurait pu être fait? Ça, on ne le saura jamais. Et les Guadeloupéens vont devoir s'armer de patience puisque le nouveau CHU, dont la construction vient à peine de débuter, sera livré en théorie dans 4 ans. Pointe-à-Pitre, Mathieu Bock, Europe 1. C'était le journal de David Decamps. Merci David, bonne journée.